Bien. Anna de Noailles est avant tout poète et non poétesse. Elle affirme, elle refuse d'être la muse antique et préfère être inspirée par d'autres qu'être une inspiratrice, notamment pour les peintres, donc chantée par les uns, peinte par les autres. Elle est devenue une icône, malheureusement oubliée aujourd'hui, et cette année, j'espère, les éditions du Cendre devraient faire paraître l'œuvre poétique complète d'Anna de Noailles, et on m'a confié le soin d'annoter, de présenter cette volumineuse œuvre. Éternelle amoureuse, elle collectionne les hommes, en tout bien tout honneur, je vous rassure, les grands hommes, auxquels elle rend hommage dans des tombeaux poétiques, érigés pour eux, mais aussi, il faut bien le dire, à sa propre gloire, car c'est le narcissisme d'Anna de Noailles qui a agacé tant de contemporains. Dans Étranger qui viendra, un des poèmes les plus célèbres, elle écrit justement à la fois un hommage à une terre qui lui est chère et sur laquelle plane l'ombre de Rousseau. Étranger qui viendra lorsque je serai morte, contempler mon lac Genevois, laisse que ma ferveur dès à présent t'exhorte à bien aimer ce que je vois. Parmi les poètes, les philosophes, les musiciens, les militaires, les aviateurs, les scientifiques, pensons à tous ces hommes qui l'ont admiré, entouré, Rousseau figure en bonne place dans son panthéon personnel de manière durable et aussi un petit peu par intermittence, car si l'on parcourt son œuvre poétique, Rousseau, on constate que Rousseau apparaît dans Les Éblouissements 1907, Les Vivants et les Morts 1913 et Les Forces éternelles 1920. Rousseau accompagne véritablement Anna de Noailles. Il y voit un double, c'est-à-dire un auteur protéiforme. Elle s'intéresse certainement aux écrits politiques, philosophiques, aux romans, mais aussi à la prose poétique, à l'autobiographie, Rousseau lui servant alors de modèle fraternel douloureux. Dans un poème que je citerai de manière plus développée, elle écrit « Je fus votre sœur amoureuse ». Vous notez d'emblée ce rapport intime, lyrique, sentimental. Mais chez elle, ne trouvons-nous pas aussi, mais sous forme poétique principalement, un engagement politique dans ses poèmes consacrés à la Grande Guerre, dans cet hommage vibrant à Jaurès, une poésie de nature métaphysique, post-hugolienne, on pourrait dire, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur le romantisme suranné, sur la forme que certains ne supportaient pas. Il y a un petit côté herboristerie poétique, c'est aussi une des attaques qui a été menée contre elle, et pensons aussi à ses romans, à ses essais poétiques, Exactitude par exemple, et aussi au livre de ma vie. Elle lit, adolescente, Rousseau parmi d'autres lectures philosophiques, Montaigne, Spinoza, Pascal, mais lorsqu'elle en parle dans Les Forces éternelles, elle le cite dans un poème qui s'intitule « Les poètes romantiques ». Vous voyez, c'est tout à fait étonnant, ce travail de déplacement de Rousseau, arraché à son 18e et replacé dans un 19e, selon les goûts d'Anna de Noailles. Je cite « Lamartine, Rousseau, Byron, Chateaubriand, écouteurs des forêts, des astres, des tempêtes ». Elle reprend donc le cliché d'un Rousseau entre deux siècles qui serait tiré du côté romantique, du côté du 19e siècle. Dans le poème que j'ai cité tout à l'heure, elle s'attache également à un lieu, de manière tout à fait métonymique, Clarens, et elle parle de la connivence des amants. Alors s'agit-il des amants dans la vie réelle ou dans, évidemment, dans le roman épistolaire? Ces deux derniers éléments nous montrent qu'il s'agit d'une complicité qu'elle veut créer, un partage d'émotions et de paysages avec le lecteur autour d'un nom, autour d'un lieu. Je cite le poème La Savoie dans Les Éblouissements. Les jardins de Clarins ombragés par les vignes, ce vers, et un autre, un romanesque ardent émanait de cette eau, comme autant de Byron, comme autant de Rousseau. Nous relevons l'association systématique des quatre noms et aussi du temps et de l'espace, comme si elle se livrait elle créait une expression toute faite. Au pays de Rousseau, par exemple, dans un autre poème, Aux nuits de Lamartine et de Chateaubriand, ou bien dans le poème de l'Île-de-France, Petit bourg où Jean-Jacques un soir s'est arrêté, vous jouiez pour le roi, le devin du village, et vous pleuriez d'amour quand vous voyiez Rousseau. Donc il est nommé. Chronologiquement,
il y a un poème intitulé Les Charmettes, toujours dans les éblouissements, qui entre en écho avec des pages du livre de ma vie. Et chronologiquement, évidemment, il le précède. Et je considère, donc j'aborde à présent ce poème, je le considère comme un poème biographique à clé qui précède la prose autobiographique inachevée et l'éclaire rétrospectivement. Et je considère que les pages d'autobiographie pourraient servir d'immenses notes de bas de page à ce poème. Et comme je suis encore un peu proustienne, je me plais à faire du pour Sainte-Beuve. Et ici, je parlerai de la femme de l'œuvre, avec un effet de surimpression, de télescopage temporel, et ce miracle d'une résurrection intégrale du passé grâce à un nom. Je vous lirai rapidement ce poème. Les Charmettes. La route, un tendre miel de menthe, flottait sur le petit torrent. Rousseau, quand vous vîntes, errant vers votre humble, immortelle amante. L'eau coule, le silence est frais. L'ombre est verte, humide et dormante. C'est sur cette pente si lente que votre fenêtre s'ouvrait. Tous vos soupirs, tout votre orage, qui dans la plus grande cité mèneront un peuple irrité, soulèvent ici le feuillage. Religieuse pamoison, mon cœur de douceur va se fendre. Je pousse votre porte, j'entre, voici l'air de votre maison. Je me penche à votre fenêtre, le soir descend sur Chambéry. C'est là que vous avez souri à votre maîtresse champêtre. Vos pieds couraient sur le carreau et vous traversiez la chapelle quand votre mère, sensuelle, s'éveillait entre ses rideaux. Des cloches tintent, le jour baisse. Voyez, je rêve, je me tais. C'est sur ce lit que je jetais ton cœur qui crevait de tristesse. Voyez avec quel front pâli, dans cette mouvante soirée, je suis l'âme grave et serrée, venue auprès de votre lit. Recueillie silencieuse, les deux mains sur votre oreiller, les bras ouverts et repliés, je fus votre sœur amoureuse. Je presse votre ombre sur moi, que m'importe ces 100 années. Vous viviez ici vos journées à la même heure de ce mois. Il est 6h30. Claudanet arrose au jardin. Vos deux mains, si chaudes soudain, sont sur le cœur de votre ami. C'est ici, près de ce muscat, dans la douce monotonie, que vous grelottiez de génie aux héros lâches et délicats. L'odeur claire et fraîche, en automne, des dahlias et du raisin, glissait dans l'aube sur le sein de celle qui vous fut si bonne. Dans la chambre, un papier chinois, sur les murs vieillis se décolle. Ah, comme votre hôtesse est folle, vous pleurez d'amour tous les trois. La douceur des soleils sur Parme, les beaux golfes de l'univers ne valent pas un jardin vert où coulaient de fameuses larmes. Ô Rousseau qui fûtes laquais, où il fût chassé par vos maîtres, vous dont le chant divin pénètre les bois, les sources, les forêts. Voyez ce soir le ciel bleu penche sur les Charmettes son front pur. Je prends dans mes mains tout l'azur, je te donne cette pervenche. Je me suis permis de lire ce poème, de faire résonner la voix d'Anna de Noailles, avec une lecture en miroir dans le livre de ma vie. Et nous avons toutes les clés. Quelques années passèrent, c'est Anna qui écrit. Puis vint l'heure fortunée où je visitais les Charmettes en compagnie d'un cœur que Rousseau avait hanté. Maurice Barrès, Madame Barrès, le petit Philippe, ils sont tous là, malheureusement pour elle. Leur enfant, nous ayant rejoint Annecy, fit route avec nous. C'est une visite à Amphion-les-Bains de 1903. Le poème est publié en 1907. Et alors je ne vais pas m'attarder, mais elle dit que Maurice Barrès voulait absolument visiter les lieux sur lesquels plane l'ombre de Lamartine et de Rousseau. On comprend bien à présent l'association. Et elle développe ainsi un humour digne du guide du routard. Alors je cite: « Nous avons ri de voir dans le désordre d'une prairie touffue de sainfoin rose et de trèfle incarnat un poteau indicateur planté tout de travers qui portait ces mots lyriques et rapides: lieu de l'inspiration, 300 mètres. » Mais et vous voyez que donc elle arrive et bon, il visite. Donc je ne vais pas, je vous passe les détails, ce sera dans le texte écrit. Que dit-elle? Le verger d'automne étincelant de lourds dahlias, il est là le dahlia, encombré de groseilliers, de framboisiers et de leurs fruits que les lèvres mêmes semblaient avoir absorbés, étaient tapissés de vertes plantes aplaties sur le sol, dont les ratines profondes exhalaient un humide soupir. Et elle dit: je recomposais un poème sur Rousseau, et elle cite. Vous voyez, il y a un montage de citations, la prose met en valeur le poème éclairé par la prose autobiographique, et elle termine en disant, en écrivant, donc cela sera confirmé certainement dans le livre d'or: mon cher Rousseau, ô mon Jean-Jacques, vous l'homme du monde que j'ai le plus aimé.
Alors on comprend mieux le double pèlerinage amoureux. On rend visite à Lamartine, on rend visite à Rousseau, mais pas avec n'importe qui, avec Barrès. Et on comprend tout, évidemment. Ce lyrisme, ces déclarations, la sœur amoureuse, ces scènes étonnantes, on les comprend mieux parce que Rousseau sert d'écran. C'est une déclaration indirecte, l'apologie de l'adultère et de la liaison secrète, on l'a compris, et le vert paradis des amoureux rousseauistes dans cette prose de fin de vie met un cœur à nu. Et souvenez-vous de la fin du poème L'étranger, où elle dit « C'est là que dort mon cœur, vaste témoin du monde, que tout blessait, à qui tout plut, les astres cesseront un jour leur noble ronde, tout siècle sera révolu. » Puisque malgré la force et le feu qui m'inondent, ce cœur infini ne bat plus. Et comme vous le savez, Anna de Noailles repose au Père-Lachaise dans le tombeau caveau familial, mais son cœur se trouve non loin d'ici. Alors je conclurai, j'ai encore quelques minutes peut-être, en vous disant que Rousseau est bien le miroir d'un lac, ce lac qui nous inspire, un alibi, un paravent amoureux, et un homme peut en cacher un autre. La poésie d'Anna de Noailles donne à voir une contagion du sentiment de la nature par métonymie. C'est véritablement la relation de contiguïté, de voisinage, et par relation justement de bon voisinage avec un Rousseau qu'elle aime, dont elle prétend même être amoureuse dans cette posture poétique, puisque les affinités électives semblent multiples. Ils sont à la fois compatriotes des bords du lac, d'un lac qui leur est cher, citoyens du monde, avec ce double aspect. Pour Anna de Noailles, les origines roumaines se renvoient à la Grèce antique, mais aussi cet amour profond de la France, terre d'accueil et de création. Voilà. Il est évident que la Dreyfusarde se sent plus proche d'un Rousseau prolétaire. Elle a bien insisté sur le fait qu'il était laquais dans son poème, mais aussi orpheline de père. Donc on voit bien aussi ce dialogue plus sentimental, familial. Elle est imprégnée par la musique. Sur le lit de mort de sa mère, elle lui dit « Je suis issue tout entière du bois de ton piano ». Et hier, vous me disiez que vous aimiez ouvrir le piano familial pour y réciter le lac. Eh bien, elle aussi, elle entre en résonance avec Rousseau à travers la musique des mots et des choses. N'oublions pas cette caricature célèbre d'une muse potagère qui y retrouverait certainement des leçons de choses dans les mille, même si l'éducation de la jeune fille laisse à désirer dans son sens. N'oublions pas qu'Anna de Noailles a eu des cours de poésie, a pris des cours de poésie chez Sully Prudhomme. Et si la lecture, selon la définition de Descartes, est bien une conversation avec les esprits du passé, le dialogue poétique d'Anna de Noailles est bien un dialogue d'outre-tombe, 100 ans ont passé, de la même manière. Et puisque Rousseau est tout entier sorti du jardin des Charmettes, je terminerai sur Proust, qui évidemment entre en résonance avec nos deux écrivains, et pour lequel un livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés. Je vous remercie.